Alors, je vous avertis, ils sont un peu déchaînés et dissipés ce soir. Alec Castonguay, Chantal Hébert, Michel Cog. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Fin de campagne. Ben oui, c'est votre dernier. Alors, c'est ça. C'est pour ça que vous vous laissez aller un peu ce soir. Écoutez, il y a plein de thèmes à aborder. On va commencer tout de suite, évidemment, avec ce qui a marqué là, la campagne libérale. Je veux dire, une espèce de coup là, de massue qui vient de leur tomber sur la tête. Alors, c'est, je vois Chantal qui dit déjà non. Ben on non, va quand même. c'est à massue que je dis ben, non. on va parler de la grosseur de la massue. Oui. Après avoir entendu le genre d'échange que ça a donné, donc des attaques avec un exemple et de la défense aussi avec M. Trudeau. On écoute ça. Il agit là, comme lobbyiste pour TransCanada en étant le coprésident de la campagne électorale de Justin Trudeau et des libéraux. Alors, je pense là, que M. Trudeau doit prendre une décision rapidement et dire que ce M. Gagné ne doit plus rester à la tête de sa campagne, qu'il le congédie. M. Gagné n'a jamais contribué à nos politiques énergétiques. On savait qu'en tant que bénévole, il avait des clients de toutes sortes de différents secteurs. Et donc, on a toujours gardé à l'écart de nos décisions en termes de politique énergétique. Alors, la ligne d'attaque qui revenait là, essentiellement aujourd'hui de la part des adversaires de M. Trudeau, c'était voici ici ressurgir le vieux Parti libéral. Évidemment, tout de suite, on évoque tous les scandales, le scandale des commandites. Petite massue, Chantal? Petite massue, on a un premier ministre, chef conservateur et premier ministre sortant qui a survécu à une semaine en cours où on a expliqué non seulement qu'il avait nommé des gens qui sont livrés à des abus de dépenses au Sénat, mais qu'en plus, il y a eu une opération de camouflage au plus haut niveau de son gouvernement. Alors, mais petit effet de massue, à cause du moment, c'est comme quand on achète une maison, location, on est en fin de campagne. La fin de semaine va se passer dans les bilans et les décisions éditoriales des uns et des autres. Donc, c'est une histoire qui va avoir une durée de vie limitée. Je suis convaincue que les libéraux en sont fort soulagés parce que c'est vraiment pas le genre de col qu'on veut à n'importe quel moment dans une campagne. Oui, moi je pense que ça... Le désavantage pour Justin Trudeau, c'est que ça frappe là où ça fait mal. C'est-à-dire qu'on a beaucoup véhiculé l'image de changement de Justin Trudeau, incarné ça, même pour essayer de battre Thomas Mulcair, avec un certain succès. C'est lui qui, pour l'instant, est en avance dans les sondages. Et là, on se retrouve avec, effectivement, des apparatchiks libéraux qui ont l'air à jouer de la vieille politique, c'est-à-dire donner des conseils à une entreprise privée, alors que sa propre équipe a des chances d'accéder au pouvoir. Daniel Gagné, en donnant des conseils à la pétrolière, veut pas, c'est Justin Trudeau qui a des chances d'être premier ministre. C'est sa propre équipe qui va être là. Donc, ça paraît mal, ça a l'air d'être de la vieille politique. Alors, incarner le changement quand soudainement tu as encore derrière toi des gens qui font ce type de manœuvre-là, ça contredit le message qu'on passe depuis un bon moment. Puis effectivement, à quelques jours d'élection, c'est certainement pas quelque chose de positif pour Justin Trudeau. La meilleure chose pour Justin Trudeau, c'est que ça arrive justement à ce moment-ci et pas lundi dernier. Si c'est arrivé lundi dernier, il y aurait eu une semaine là-dessus. Et c'est un fait que c'est quand même pas rien. Le monsieur va même jusqu'à dire, puis Dan Gagné, c'est pas non plus n'importe qui en politique canadienne. Ancien chef de cabinet de 3 premiers ministres, là, c'est pas rien. Et qui s'en va dire, vous savez, le cabinet sera plus petit, à peu près 25 personnes, donc le ministre des Finances sera plus important que d'habitude. Ça s'appelle donner du conseil stratégique. Ça fait très mauvaise bouche quand ça vient de l'intérieur comme ça. Puis dire après ça, oui, mais c'est un bénévole. Oui, il était sans doute pas payé, mais il était coprésident de la campagne. Cela dit, l'effet est limité à cause du moment où ça arrive. Moi, j'ai regardé ce qu'il y avait dans ce courriel-là. Je le connais, Dan Gagné. Je l'ai couvert quand il était chef de cabinet de David Peterson dans les années 80. Ça donne une idée. Et j'ai regardé ce courriel-là qui, franchement, si quelqu'un paye pour ce genre de conseil-là, il y a de l'argent qui se gaspille. C'est cher payé, oui. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête de M. Gagné d'écrire un courriel comme ça? Ce qui le sauve un peu, c'est qu'au moins, il prend le trouble de parler d'un conseil des ministres à 25 dans le cas du NPD ou des libéraux. Bon. Et il n'a pas organisé un rendez-vous avec un ministre des Finances qu'il ne connaît pas encore. Ça ressemble un petit peu moins à du lobbyisme, un petit peu plus à... Ça en est pareil. Oui, mais quand ça marche comme un canard, quand ça parle comme un canard. Pour donner un conseil aussi inutile, il aurait probablement été préférable qu'il s'attache les doigts. Et il y a un autre problème, c'est la réaction du Parti libéral à cette tempête-là. C'est-à-dire qu'hier, on a passé plusieurs heures à défendre Daniel Gagné, à dire que dans le fond, tout était légal, il n'y avait pas enfreint aucune règle. Après ça, on a dit c'est la faute aux conservateurs qui répandent des attaques personnelles. Finalement, en fin de journée, c'est lui-même qui émet un communiqué en disant je prends du recul, je me retire de la campagne
Et là, aujourd'hui, Justin Trudeau disait que c'est inapproprié au point où il n'occupera plus de fonction à long terme au Parti libéral. Il est donc passé en quelques heures de quelque chose d'acceptable à l'exil du Parti libéral du Canada pour plusieurs années. Ça sentait l'improvisation en s'en allant, puis ça non plus, c'est pas quelque chose qui est positif. Mais il s'est passé quand même quelque chose aujourd'hui pendant que Justin Trudeau était interrogé là-dessus par les journalistes. On a vu un Justin Trudeau pratiquement en colère, très ferme, qui a rappelé à l'ordre ses militants. On va regarder justement comment ça s'est passé. Your party was defending Mr. Gagne's actions, saying essentially that he played by the rules. This morning... Hey, guys. Hey, we have respect for journalists in this country. They ask tough questions and they're supposed to. Okay? Sorry. Go ahead, Omar. Ça, là, on n'est pas habitué de voir ça quand même. Message, je ne suis pas Stephen Harper. Parce que Stephen Harper fait ses points de presse systématiquement. Plus que les autres, ils le font tous. Et c'est une pratique que tous les journalistes s'entendent pour dire qu'aucun ne devrait faire jamais. Mais Stephen Harper, c'est systématique et ça a souvent donné lieu à des moments assez désagréables. Et c'est pas Stephen Harper lui-même, mais à la décharge de son équipe, il est quand même arrivé fréquemment que les membres de son équipe ont fait taire des militants aussi. Bon, mais il y a une solution à ça. Hein? C'est de faire des points de presse ailleurs qu'avec les militants comme décor. C'est ça, changer d'image de fond finalement. C'est un petit peu ça. Là, il y a une autre image que je vais vous montrer. Moi, je l'ai en petit ici. On va la mettre à l'écran maintenant. Alors, c'est la carte du Québec. Regardez, là, on va la détailler un petit peu. Alors, voyez NPD, Alma, Sherbrooke. Ça, c'est le parcours aujourd'hui de Thomas Mulcair. Voyez les C pour Parti conservateur. Alors, Trois-Rivières, Drummondville, Thetford Mines. Le dodo va se faire dans la ville de Québec ce soir. Voyez Bloc québécois. Alors, Lachute, Saint-Jérôme, Mascouche. Et finalement, en rouge, Justin Trudeau, libéral, Sainte-Thérèse, Laval. Et ça se termine en ce moment là, à Outremont, à Montréal. Alors, quand vous regardez le parcours des chefs aujourd'hui, ce trajet-là, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte-là? Elle me dit qu'il y a encore beaucoup de batailles au Québec qui sont fort intéressantes. Pas nécessairement celles qu'on veut nous faire croire, par exemple. C'est-à-dire que des fois, on se promène dans des comtés où qu'on veut conserver parce qu'on est en train de les perdre. Puis d'autres fois, il y en a qui sont à l'offensive puis qui essaient d'aller chercher des comtés. Mais veut pas au Québec. Il y a quand même 78 sièges. On a beaucoup parlé de l'Ontario. Puis les chefs vont y retourner dans les prochains jours en Ontario. Ils vont probablement finir la campagne là. Mais il reste encore des batailles au Québec fort intéressantes. Assez pour que les chefs pan-canadiens soient obligés de se déplacer puis venir ici encore parler une dernière fois aux électeurs. Ouais. Je pense que j'ai pas couvert de campagne fédérale où il y avait autant de batailles entre des partis différents, ça c'est évident, mais au Québec, et où c'était aussi difficile de dire on va faire une courte liste de batailles intéressantes parce que la liste est systématiquement trop longue. C'est pas le cas d'habitude. D'habitude, on dit bon, mais ça va être libéral et ça va être d'autres choses, puis on passe à d'autres choses. Mais là, ce que ça vous dit, c'est que tout le monde espère. Il y a beaucoup d'espoir dans le trajet de M. Harper aujourd'hui. Alors, Trois-Rivières, Drummondville, pour les rappeler, Thetford Mines. Ça, c'est lac Mégantic, c'est un ministre sortant. Oui, M. dit qu'il se représente pas. Victoriaville n'est pas loin, là où ils veulent faire des gains. Et ça fait plusieurs élections fédérales que je couvre, la première en 79. Je n'ai jamais vu le Québec aussi divisé en plusieurs partis. D'habitude, le Québec, à un moment donné, dit on s'en va quelque part et pas mal tout le monde suit. Il y a eu des vagues. Il y a eu la vague de Mulroney, la vague de Trudeau avant ça, la vague de Lucien Bouchard, la vague orange. Les Québécois étaient le mot bloc est mal choisi, là, mais était monolithique un peu plus en politique fédérale. C'est la première fois que je vois le bloc cassé en quatre, là, et où il y a des gens qui s'en vont de chacun des côtés. Alors, l'expression anglaise qui s'applique, là, c'est all over the map. Là. Ouais. Ils sont partout sur la carte, et c'est pas pour rien. On entend toutes sortes de gens essayer d'analyser ça, dire ils vont dans les endroits où ils risquent de faire des gains. D'autres, non, ils vont dans les endroits où c'est difficile, ils vont appuyer. Non, ils vont dans les endroits où ils sont sûrs. Oui, mais dans ce cas-ci, il n'y a pas une stratégie universelle. En Ontario, cette semaine, c'est clair, M. Harper défendait du terrain qui craint de perdre. Dans ce cas-ci, quand Jack Layton va à Sherbrooke, il défend un siège. Quand il va à Alma... Vous avez dit Jack Layton? Jack Layton. Thomas Mulcair. Si c'était Jack Layton, Thomas Mulcair irait prendre un peu de repos. Il doit être fatigué. Mais donc, il va à Sherbrooke parce qu'il pense qu'il veut garder ce siège-là. Mais il va à Alma pour attaquer le ministre Lebel. Mais M. Lebel, c'est ça. Mais des fois, on veut être un peu baveux, dans le reste de la région. Et M. Trudeau... il va se promener dans Outremont. Pourquoi? Même raison. Un peu pour faire un pied de nez à M. Mulcair. Oui, mais pas plus gros que le début de la campagne, quand les néo-démocrates se promenaient avec des sondages dans leur poche arrière pour dire, regardez, on va battre Justin Trudeau dans Papineau. Mais c'est un message de confiance qu'il avait aujourd'hui, M. Mulcair. On va l'entendre justement là-dessus. Moi, je me souviendrai toujours qu'en 2007, on m'avait dit que Outremont était une forteresse libérale imprenable.
j'ai l'habitude de provoquer des surprises dans les forteresses libérales imprenables et les forteresses bloquistes imprenables et les forteresses conservatrices imprenables. Alors, c'est un peu rien n'est impossible. Là. Il y a tout sauf des forteresses néo-démocrates imprenables, faut croire. Mais la réalité, c'est que celui, de toute façon, qui risque le plus de perdre des comtés lundi soir, c'est lui, c'est Thomas Mulcair, parce qu'il y en a trop, littéralement. Ce que la vague a donné, la vague le reprend. Ouais. Il y a des comtés marginaux NPD qu'on, normalement, le NPD ne pouvait pas penser gagner, qu'ils ont gagné dans cette vague-là, jusqu'en Gaspésie, jusque dans d'autres endroits. C'est clair qu'ils vont en perdre un certain nombre. Les autres ont eu assez d'en gagner sur le NPD, puis c'est tout à fait normal. Le drame du NPD, c'est pas ce qui se passe au Québec, où ils vont quand même conserver un nombre de sièges respectable pour un parti qui est récent, c'est de ne pas avoir réussi à percer en Ontario. Où là, il n'y a pas un sondage qui leur montre qu'ils s'en vont vers les gains dont ils ont besoin. Qu'est-ce qui s'est passé en Ontario pour eux? Quand les gens ont vu... L'Ontario est resté marqué par Bob Rae les années 90, mais aussi quand les gens ont vu que Justin Trudeau se tenait debout, comme chef, qui faisait une campagne où il n'y avait pas l'air d'une navette, ils se sont dédouanés de l'obligation de penser à voter NPD. Et nous voilà. C'est-à-dire que le vote stratégique est important et au Québec et en Ontario. En Ontario, plus rapidement, il s'est imposé comme étant Justin Trudeau. Les sondages étaient bons pour lui. Les banlieues de Toronto, où il y a énormément de sièges. C'est vraiment une lutte libérale conservatrice, alors que le NPD, c'est davantage dans le sud de l'Ontario. Donc, ça lui a donné un avantage. Puis ça l'a porté dans les sondages. Ça l'a ramené dans les sondages pan-canadiens à un niveau assez élevé, qui a influencé d'autres provinces aussi. Ceci dit, ce qui avantage le NPD au Québec par rapport à l'Ontario, c'est le vote francophone. Parce qu'on parle toujours de la course serrée entre le NPD et les libéraux. Il reste en avance par 10-12 points, le NPD, chez les francophones. Et comme la majorité des circonscriptions, le vote francophone est très important, ça va l'aider à garder des sièges. Michel a raison, il va en perdre plusieurs, mais ça ne sera pas une débandade totale, à moins d'une surprise en fin de semaine du côté du NPD, parce que son vote francophone tient quand même la route. Un mot sur M. Harper, sur une stratégie de communication qu'il utilise depuis le début de la semaine et qu'il trimballe d'un bout du pays avec lui. Alors, mesdames, messieurs, c'est sûr que vous l'avez vu, quand on entend un son de caisse enregistreuse et que là, on choisit quelqu'un, alors en l'occurrence, aujourd'hui, c'est un père de famille de 4 enfants à Trois-Rivières, mais on a vu des mères de famille, on en a vu d'autres. Alors, on balance des tas d'argent, un peu comme dans un jeu télévisé, là. Alors, on balance des tas d'argent comme ça, avec ce bruit que cling. Ça nous a tous surpris la première fois qu'on a vu ça, mais là, de voir que c'est répété à tous les jours, c'est-à-dire qu'eux, ils sont convaincus que ça porte, là. Bien, ça marche, on en parle. Ça, on en parle. Mais est-ce que ça fait gagner des points? Oui, mais ça fait un peu... Ça fait gadget. On se rappellera, Stockwell Day, quand il était chef de l'Alliance canadienne, avait sorti un petit carton à la fin du dernier débat qui disait pas de disparition de Medicare. Et il avait passé pour quelqu'un qui avait des... C'était même pas des astuces, là. Alors, je suis pas convaincu totalement, mais écoutez, au point où en est la campagne de M. Harper, tout est possible. Il s'en va en fin de semaine participer à un grand rallye, dont les frères Ford, le maire, celui qui est connu sur toute la planète et qui n'est plus maire, pour ceux qui sont pas au courant, et son frère, qui se promènent partout, mais au même moment aujourd'hui, un moment surréaliste, le frère de Rob Ford, qui s'est retrouvé d'abord en difficulté parce qu'il avait été filmé en train de prendre du crack, a dit il ne faut pas voter pour Justin Trudeau parce qu'il a déjà fumé un joint. Trouvez l'erreur. Mais si ça se dit, si ils portent ce message-là, c'est qu'ils ont encore l'impression que ça peut marcher. C'est qu'il y a encore un public pour ça. C'est un peu une tentative désespérée. C'est-à-dire que si la campagne conservatrice allait bien, il demanderait un mandat majoritaire, stable, il parlerait du partenariat transpacifique, des baisses d'impôts qu'il a données dans les dernières années. Il ne ferait pas des petites mises en scène pour attaquer les libéraux. Ce que ça montre, c'est que c'est les libéraux qui sont en avance et qui essaient de ramener sa base, qui, elle, a peur effectivement des hausses d'impôts, qui est avec la Ford Nation, Rob Ford dans les banlieues de Toronto. À un moment donné, une campagne qui va mal, ça se sent. On essaie des mises en scène. Est-ce qu'il y a des gens qui vont trouver ça intéressant? Peut-être. Est-ce que ça veut dire que ça va bien? Moi, j'en suis... Bien, ça mobilise la base. C'est ça. La base, il faut sortir la base. Être sûr qu'ils ne décident pas de rester à la maison lundi parce que finalement, les conservateurs n'ont pas fait une belle campagne, je vais rester à la maison. Ça risque de les mobiliser. En même temps, si on voyait, par exemple, Thomas Mulcair faire le tour seulement des salles de syndicats dans le sud de l'Ontario, on dirait, bien, ça va pas vraiment bien son affaire. La même chose. Solidarité. Oui, Je sais que ça a été une longue campagne pour eux, mais ça l'est aussi pour vous. Hein? Alors, vous ne serez pas là avec nous demain. Vous allez participer chacun à votre façon aux soirées électorales de lundi. Vous avez un problème de gorge, Michel. Il va falloir cesser de parler à partir de maintenant. Maintenant, je parle plus là. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.